Donc nous sommes aujourd'hui le 28 mars 2018, à quelques heures de la clôture du scrutin présidentiel qui s'est déroulé sur 3 jours et où le président en exercice, Abdel Fattah Sisi, n'avait face à lui qu'un candidat qu'il s'était lui-même désigné après avoir exclu tous les autres candidats qui auraient pu lui jeter un peu d'ombre. Donc cette élection, de toute façon, n'a pas d'objet au sens du résultat qu'on peut prédire à 98 ou 99% en faveur du président sortant. L'enjeu fondamental est celui de la participation. Et il sera assez difficile d'en avoir les indications exactes. En effet, dans la logique des différents systèmes que je qualifie de mamelouks modernes, chaque élection doit être gagnée avec plus de voix que l'élection précédente, car il est évident que le chef de l'État est censé être tellement populaire que sa popularité doit aller croissant et non en décroissant. De même pour la participation. Or, on sait que les élections précédentes, élections entre guillemets, en mai 2014, je rappelle que leurs résultats avaient été qualifiés par Hamdine Sabahi, donc qui s'était présenté alors face à Sisi, comme une insulte à l'intelligence des Égyptiens. Eh bien, lui avait accordé 3% des voix, il en avait sans doute eu plus, mais surtout on avait parlé de 45% de participation. Or, cette participation n'avait été obtenue qu'en prolongeant d'un jour supplémentaire le scrutin présidentiel et en menaçant d'amende les employés dans les entreprises publiques ou privées qui n'iraient pas voter. Donc, dans la logique du système, et je prends le pari, je crois que dans quelques heures, on annoncerait une participation supérieure à 45%, mais qu'aucun élément concret ne pourra valider autrement que la propagande de l'État égyptien. Ce qui est très frappant dans le cas de l'Égypte, c'est que depuis 1952, on a le même type de régime, alors que l'Égypte, en 1977-79, a connu un basculement majeur du camp soviétique au camp pro-américain. Ce qui prouve que les structures de pouvoir de type mamelouk moderne, de type dictatorial arabe, n'ont pas grand-chose à voir avec les orientations géopolitiques. C'est un point très important dans le cas égyptien. On voit que l'armée est la colonne vertébrale du système, l'armée non pas uniquement dans sa fonction politique, mais aussi dans sa fonction de contrôle économique. Personne, j'insiste bien, personne n'est capable d'évaluer le pourcentage réel de l'économie égyptienne qui est aux mains de l'armée, car celle-ci a tellement de dépendance qu'on s'y perd entre les généraux d'actifs, les généraux à la retraite, les partenaires, les associés, cette espèce de conglomérat où une proportion très importante de l'Égypte est absorbée. Ce qui est fascinant, c'est que cette armée, eh bien, elle est beaucoup plus efficace, par exemple, pour faire des travaux publics, on l'a vu pour le percement du second canal de Suez, que pour assurer les fonctions de défense, on le voit dans sa performance tout à fait médiocre face à Daesh dans le Sinaï. Mais la contre-révolution égyptienne, donc menée sous l'égide de Sisi depuis 2013, qui s'est fait pour la valider et élire président une première fois en 2014, elle n'arrive pas, et c'est très important de le souligner, à restaurer le statu quo. On est aujourd'hui à des dizaines de milliers de prisonniers politiques, à des milliers de disparus, souvent disparus pour de bon, c'est-à-dire exécutés de manière extrajudiciaire, et pourtant la violence djihadiste n'a jamais été aussi forte. Donc la contre-révolution, même si elle est toujours au pouvoir en Égypte, a échoué dans la restauration du statu quo pré-révolutionnaire.
Donc l'armée égyptienne a lancé en février 2018 une opération dite Sinaï 2018 qui est censée, je cite, éradiquer la présence de Daesh dans le Sinaï. Je rappelle que Daesh s'est implanté dans le Sinaï en 2014 par ralliement d'un millier d'insurgés locaux, des Bédouins, très bien implantés dans le nord du Sinaï, qui, depuis des années, menaient une guérilla contre l'armée égyptienne perçue comme une armée d'occupation, car eux, comme Bédouins, se considèrent comme différents du reste des Égyptiens, qu'ils appellent les Égyptiens de la vallée du Nil. Donc, on a un enracinement local très fort. Il faut rappeler que cette offensive, donc Sinaï 2018, a été lancée après un massacre sans précédent où plus de 300 hommes, femmes et enfants ont été exterminés dans une mosquée du Nord Sinaï en novembre 2017. C'est le plus grand carnage de l'histoire de l'Égypte contemporaine. Il est tellement horrible que même Daesh n'a pas osé en assumer la responsabilité directe, même si on est certain que ce sont les djihadistes qui l'ont opéré. Donc c'est en réaction à cette provocation sans précédent que l'État égyptien a décidé de donner le change, de reprendre la main dans le Sinaï, mais les bilans qu'il a avancés jusqu'à présent ne sont pas du tout à la hauteur des moyens engagés. On parle en effet de 50 à 60 000 militaires, je rappelle, pour affronter un millier, au maximum 2000 insurgés djihadistes. Malheureusement, je doute que cette offensive soit plus efficace que les nombreuses offensives qui l'ont précédée, qui, du fait de leur caractère aveugle, des représailles collectives qui les ont marquées, ont plutôt renforcé l'enracinement de Daesh dans le Sinaï que le contraire.